avec un premier bilan de train. Voilà, on avait bien avancé. Il y avait plein de choses dont on n'avait pas parlé, donc c'est mon programme pour aujourd'hui. Avec Jean-François qui m'avait proposé comme titre l'Amérique de train, un vaste programme. On va mettre plein de choses là-dedans. Je vais vous donner quelques infos, mais je suis sûre que j'aurai de nouveau des questions, en particulier, j'imagine, parce que c'est dans l'actualité sur l'affaire Epstein. Donc, l'Amérique de Trump, c'est pour moi la signification, l'Amérique qui a réélu Trump. Mais il y a pile un an, je crois que c'était mardi, le premier anniversaire de la réélection de Trump. Et la grande différence avec sa première élection en 2016, c'est que vous vous rappelez sans doute qu'en 2016, il avait perdu le vote populaire, mais avait gagné les grands électeurs, alors que l'année dernière, voilà la carte électorale, il n'y avait aucun doute, il a gagné la majorité des voix populaires et la majorité des grands électeurs. Donc voilà la carte. C'est ça l'Amérique de Trump, littéralement, c'est tous les États qui sont en rouge sur la carte. Alors, vous voyez là qui sont en rouge normal, c'est ceux qu'il avait déjà gagné en 2016, et il y en a des rouges striés, c'est les fameux États pivots, en français les taxés, on entend ça des fois, on a des swing states, donc les États, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer républicains ou démocrates, alors que les autres, tous les bleus, ils sont toujours bleus, et tous les rouges, ils sont toujours rouges. Et quand Biden avait gagné en 2020, il avait gagné tous les États striés, les États clés, il avait gagné la majorité d'entre eux. Et l'année dernière, si vous en rappelez, quand les démocrates faisaient leur campagne, leur but c'était de gagner les États bleus, aucun suspense là, et gagner au moins la moitié des États clés. Et donc la candidate démocrate Kamala Harris, elle a fait surtout campagne là, voilà, dans le Nevada, dans l'Arizona, dans le Michigan, dans le Pennsylvanie, il y a écrit PA, beaucoup d'efforts en Pennsylvanie, qui en État, c'est l'État où il y a Philadelphie, donc il y a une grande population, donc il y a beaucoup de grands électeurs, donc c'est vraiment un grand enjeu. Bon, bref, donc les démocrates, vous en rappelez aussi sans doute, ils ont eu une campagne un peu rocambolesque, parce que Biden était leur candidat, il a dû se retirer de la course au mois de juillet. En 15 jours, ils ont dû se retourner, choisir la Kamala Harris, tout changer à la convention. Bon, c'est pas facile, mais ils ont quand même eu beaucoup d'argent, les démocrates. Quand Harris elle a été choisie, imposée, on pourrait dire, par les élus du parti, il n'y a pas eu vraiment il n'y a pas eu de primaire, il n'y a pas eu de débat. Il y a quand même eu une sorte de mobilisation de la base, qui en particulier donnait beaucoup d'argent. Et quitte à ce que ce soit des petits chèques de 5, 10, 15 dollars multipliés par des millions de gens. Donc les démocrates ne peuvent pas dire qu'ils ont perdu à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas pu faire une vraie campagne. Ils ont fait une vraie campagne, ils ont dépensé des millions en particulier donc dans les États clés, et ils les ont tous perdus. Tous. Donc c'était pas juste une victoire de Trump, c'était une victoire assez éclatante de Trump. Il n'y avait pas photo, c'était pas serré, d'autant plus que les gens ont voté en connaissance de cause. Vous savez, il avait déjà eu un président Trump. Donc cette carte, ça explique un peu un effet de sidération qu'il y a eu aux États-Unis après la réélection de Trump, dans le reste du monde aussi. C'est-à-dire que les gens, c'était pas un raz-de-marée pour Trump, mais quand même une adhésion, voilà, à Trump et au Trumpisme, et un rejet très fort des démocrates. On est un an après, et on est un peu pareil la dernière fois, les démocrates n'ont toujours pas compris, en fait, pourquoi il y a eu ce rejet si fort. Il y a plein d'hypothèses, on peut en parler de 2-3, et sans doute. D'abord, la défaite de Kamala Harris, elle est un peu injuste, parce que Joe Biden, on peut le critiquer sur plein de choses, mais son bilan est plutôt bon. Son bilan est plutôt bon, avec le recul, on s'en rend compte, même sur le moment, c'était... D'abord, quand il a été élu en 2020, c'était en étant en pleine crise du Covid, il a quand même, dans sa première année, d'abord fait une immense campagne de vaccination, qui a très bien fonctionné à l'échelle des États-Unis, et
aux États-Unis, on s'en a un peu oublié, mais il y a quand même eu beaucoup plus qu'en France pendant le Covid, un effondrement de l'économie, avec des taux de chômage qui se sont emballés. Et très vite, l'administration Biden a retourné les choses, et à la fin de l'administration Biden, le chômage était revenu à 3,5%. Donc, rien du tout. Donc, le Covid était oublié, l'économie allait bien, même très bien, et en plus, Biden, il a fait ce qu'Obama n'avait pas réussi à faire. Il a grandement, il a un peu réhabilité des conceptions keynésiennes de l'économie, la social-démocrate, c'est-à-dire en disant que justement parce que l'économie s'était effondrée pendant le Covid, le seul moyen de la faire repartir, c'était la dépense publique massive. Et donc, alors qu'Obama avait toujours été un peu réticent à dépenser de l'argent, Biden, lui, il a dépensé des centaines de milliards pour la reprise, pour les infrastructures, pour la santé, pour une grande tentative, alors avortée parce que ça a été interrompu par Trump, mais une tentative intéressante de réindustrialisation des États-Unis. C'est-à-dire qu'on a un peu eu les mêmes conclusions en Europe et en France, sauf qu'on n'a jamais eu les moyens de faire des actes derrière les mots. Aux États-Unis, ils se sont bien rendus compte pendant le Covid qu'ils étaient très dépendants, trop dépendants de l'Asie et de la Chine pour l'approvisionnement des médicaments, en produits de consommation, que si les chaînes logistiques étaient interrompues, ils n'avaient plus rien, eux non plus. Et donc, Biden a vraiment mis de l'argent sur la table, quitte à faire de la dette. Mais bon, aux États-Unis, il n'y a pas la règle des 3%. Ils sont la monnaie refuge. Donc, ils peuvent se permettre de faire de la dette, beaucoup plus que nous. Donc, quitte à faire de la dette, dépenser de l'argent pour faire revenir les industries. Et ça avait pas mal marché. En particulier, des industries prometteuses pour l'avenir. Typiquement, l'industrie des chips, des microprocesseurs. Merci. Donc en plus avec l'idée de préparer l'industrie du XXIe siècle. Bon, donc ça a pas mal marché, et à l'évidence, personne ne lui a été reconnaissant de tout ça. Voilà. Il y a quand même eu une sorte d'ingratitude générale de la population. Il y a aussi eu, c'est aussi sa faute, une incapacité, sans doute parce qu'il était trop âgé, déjà peut-être un peu malade, pas super dynamique, une incapacité d'expliquer ce qu'il a fait. Il y a ça aussi, la pédagogie de base. Il n'a pas aidé par la presse, qui, il faut le dire, ne le portait pas nécessairement dans son cœur, parce qu'il était moins fun et show business et extravagant que Trump, qui faisait moins vendre. Et en plus, la presse, surtout quand on compare aujourd'hui, a été d'une férocité avec lui par rapport à son âge terrible. Donc n'importe quel gaffe allait devenir viral, un lapsus, un moment où il avait une absence en public, il y en avait beaucoup. Bon, la presse ne lui a pas fait de cadeau. Bon, résultat, c'est cette carte. Alors si on rentre un peu plus dans les détails, je vous ai trouvé, j'espère que vous voyez bien, c'est un peu compliqué d'expliquer, ce tableau récapitulatif, je ne sais plus, je l'ai trouvé, je ne sais plus sur quel site, qui montre, alors, à gauche, vous avez dans la colonne de gauche, vous avez les thématiques de campagne. Et ensuite, si vous regardez en haut, du vert au rouge, il y a trois colonnes, elles disent en fait la même chose, mais elles comparent l'écart entre ceux que l'électorat démocrate considère comme prioritaires et ceux que l'électorat moyen a considéré comme prioritaires dans les élections de l'année dernière. Donc dans la première colonne, c'est ira dans les détails, c'est la différence dans les priorités entre les électeurs démocrates qui ont un college plus, vous voyez, qui ont fait des études supérieures, par rapport aux Américains sans éducation supérieure. La seconde colonne, elles disent toutes la même chose. Mais bon. La seconde colonne, c'est la différence entre les électeurs démocrates qui ont un diplôme supérieur et les électeurs indépendants, ceux qui basculent d'un côté ou de l'autre tous les 4 ans. Et la troisième colonne, c'est la différence entre les électeurs démocrates qui ont un diplôme supérieur contre tous les électeurs, par rapport à tous les électeurs, les électeurs moyens. Bon, ils ont fait trois différentes comparaisons, mais en réalité, le message est toujours le même. Ce qu'on voit,
c'est qu'il y a plus qu'un écart, un gouffre entre ce qui est important aux yeux des électeurs démocrates. Et le fait qu'ils soient diplômés du supérieur, c'est très important, parce que via eux, on parle de qui? On parle des... c'est les électeurs, mais c'est plus que ça, c'est les sympathisants, c'est souvent les militants, c'est-à-dire que les militants des partis politiques, c'est souvent des gens politisés, éduqués, informés, donc c'est pas l'américain moyen, c'est des gens qui vont donner de l'argent au parti, c'est des gens qui vont peut-être être candidats au niveau local, dans leur ville ou leur comté, et c'est surtout, c'est là que je pense que beaucoup va se jouer, c'est des gens, parce que justement ils sont ultra politisés, ils vont être très actifs en particulier dans les campagnes électorales et sur des réseaux sociaux. Et c'est eux que les élus démocrates et les leaders démocrates vont entendre, vont écouter. Ils donnent un peu le là de ce que veulent les démocrates, la gauche démocrate. Et donc c'est très intéressant. On voit, donc si on prend la première colonne, pour les démocrates, le sujet numéro 1 de l'élection de l'année dernière, c'était le climate change, le climat. Génial, on comprend. Effectivement, c'est une crise mondiale, la survie de l'humanité est en jeu, le temps presse, mais, vous voyez, il y a plus 22. C'est-à-dire que l'écart est de 22 points entre les candidats, les démocrates pour qui c'est une minorité et l'américain moyen. Autrement dit, l'américain moyen s'en fiche. Donc l'Amérique de Trump, je reviens à mon titre, c'est une Amérique qui ne se préoccupe pas de la crise climatique. Alors il y a d'autres façons de réagir à ça, c'est-à-dire c'est gravissime, c'est des gros connards, ils comprennent rien, ok, d'accord. Et après, une fois qu'on a dit ça, n'empêche que c'est eux qui votent. Donc la deuxième solution, c'est de dire on va essayer de trouver des façons de leur parler, de leur faire comprendre qu'ils ont tort et qu'ils devraient s'inquiéter plus du climat. Ces statistiques et la carte que j'ai montrée montrent que, pour l'instant, et ça c'est pas que aux États-Unis, la gauche ne sait pas parler à l'électorat moyen pour lui dire il faut que tu t'inquiètes pour le changement climatique. On n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée. Et ce qui est le drame des États-Unis, c'est que alors que la gauche démocrate n'arrive pas à parler aux masses, des gens comme Trump, eux, c'est leur super pouvoir. Et donc, on a Trump qui va s'engouffrer quand il voit plus 22, donc c'est une brèche dans laquelle il a pu s'engouffrer. Et donc, il va parler du climat, lui, dans la campagne, jusqu'à aujourd'hui. Mais, en mal, pour se moquer des gens qui s'en inquiètent, et pour dire à l'américain moyen, les solutions que la gauche voudrait nous imposer sont mauvaises. Et ça peut paraître anecdotique, mais quelque chose que je pense a beaucoup aidé Trump, c'est qu'il a beaucoup parlé dans la campagne des pailles en plastique, en papier, de l'interdiction des pailles en plastique. Et pour dire, et alors, vous avez été à McDo, vous avez vu ces pailles en papier, c'est nul. Et la vérité c'est que c'est nul. Une paille en carton, c'est beaucoup moins bien pour boire du coca qu'une paille en plastique. Il faut l'admettre. Et en plus, donc, ça montre que les solutions écolo sont pourries. Et en plus, et Trump va le dire, ça montre qu'il y a là aussi un écart immense entre on nous dit que c'est la fin du monde, et la solution, c'est changer les pailles. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ordre de grandeur entre la taille des problèmes et la taille des solutions? Donc, on nous empoisonne la vie avec des solutions qui ne sont pas des vraies solutions parce que l'ampleur, il y a un problème d'échelle entre la solution et le problème. Donc voilà, et c'est là, par des choses comme ça, je sais bien que c'est anecdotique, mais qui parlent à la vie quotidienne des gens et qui font tilt. Alors ça c'est pour le climat, vous inquiétez pas, je ne vais pas passer ligne par ligne avec tant de temps, mais bon, donc c'est la première, la première question numérique. Après il y a voting rights. Donc le fait que ça c'était le souvenir en particulier de l'insurrection du 6 janvier. L'idée que Trump est un danger pour la démocratie. Biden et Harris, ils ont martelé ça. Qu'il y avait une tentative de coup d'État, que c'était un danger pour la démocratie. Oh oui, 1000 fois oui, mais à l'évidence, ils n'en s'en fichent.
les gens s'en fichent parce qu'après tout, Trump, il avait déjà été président. Et quand il a été président, il y a eu des élections. Il n'a pas interdit la presse, il n'a pas interdit les partis politiques. Certes, il y a eu le 6 janvier, mais bon, il a quand même ensuite fait partie de la Maison-Blanche. Donc, il n'a pas été un dictateur. Donc, dire, s'il est élu, il va être un dictateur, c'est pas dit la gauche, les Américains vont dire, ben non, il a déjà été candidat président, il n'a pas été dictateur. Donc, c'est pas vrai ce que vous nous dites. Après, Civil Liberties and Privacy, Privacy, c'est l'euphémisme pour parler du droit à l'avortement. Alors ça aussi c'est intéressant. Le privacy, c'est le droit à la vie privée. Donc, c'est aujourd'hui le droit à la vie privée, c'est compris comme le débat autour du droit à l'avortement. Je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques années quand j'étais déjà venue. Ça fait 50 ans qu'il y a le débat sur le droit à l'avortement, mais tout s'est accéléré en 2022 quand une majorité des juges de la Cour suprême a annulé le droit à l'avortement. Et c'est 6 juges sur 9 ont voté contre l'avortement. Et sur ces 6 juges, il y en avait 3 qui avaient été nommés par Trump pendant son premier mandat. Donc Trump, il a joué un rôle clé dans la fin du droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, ce qu'a dit la Cour suprême, ça a été que c'était plus un droit fédéral national, que chaque État pouvait légiférer comme il le souhaitait. Ça c'était en juin 2022. Depuis, à peu près, on a la moitié des États, donc à peu près 25 sur 50, qui ont soit complètement interdit l'avortement, soit très fortement limité. Mais très fortement limité, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'il est légal que pendant les 6 premières semaines de la grossesse. Donc c'est-à-dire tellement tôt qu'il y a plein de femmes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont enceintes, ou elles n'ont pas encore décidé de prendre la décision, enfin, autant qu'elles trouvent une clinique ou un hôpital ou un docteur, bon bref, le délai légal est passé. Donc c'est soit totalement interdit, soit des délais intenables. Donc on peut dire que dans la moitié des États-Unis, c'est quasiment impossible de trouver un endroit pour l'avortement. D'autant plus que même dans des endroits où il est encore légal, ce droit à l'avortement, il est très fortement encadré, c'est-à-dire que les docteurs doivent prouver que l'intervention est nécessaire pour sauver la vie de la femme enceinte. Et donc il y a plein de cas, parce que la presse elle a suivi ça quand même, où on a une femme qui a un pépin, une hémorragie ou quoi, elle arrive aux urgences, et là les docteurs vont d'abord parler aux avocats de l'hôpital pour dire est-ce que c'est bon là, c'est-à-dire que si l'avortement se pratique trop tôt, les docteurs sont passibles de poursuites et dans le pire des cas de perdre leur licence, leur permis de pratiquer la médecine. Donc pour eux c'est des enjeux énormes et vu ces enjeux ils vont être hyper précautionneux et donc ils vont attendre que vraiment il y a plein de femmes qui ont raconté ça, que les femmes soient vraiment en septicémie généralisée pour la dire ah oui, on a une fille quitte à ce que l'avortement, qui normalement sur le plan médical, vraiment aux États-Unis, une procédure totalement safe, finisse par une hystérectomie, c'est-à-dire que l'infection est tellement avancée qu'il faut une ablation du corps. Et donc les femmes ressortent de là, donc ça c'est quand même une question brûlante. Les démocrates ont quasiment tout misé sur ça en 2024. En 2024, c'est la première élection présidentielle depuis cette décision de la Cour suprême. Les femmes américaines, elles sont remontées à blanc. Là, pour le coup, la presse a fait son boulot parce que très régulièrement, dans la presse locale ou nationale, on a des témoignages de femmes qui ont eu vraiment des avortements à la toute dernière minute ou qui sont forcées. Il y a beaucoup de cas aussi comme ça, qui ont des complications terribles, où on sait que si elles accouchent, le bébé ne survivra pas. Mais dans certains États, en particulier dans le Sud, elles sont obligées d'arriver à terme. Et donc, on a des bébés qui ne présentent pas de poumons assez développés, qui donc, elles doivent donner naissance à cet enfant, qui au bout de quelques minutes s'asphyxie et meurt. Donc, ça fait des traumatismes pour ces parents terribles. Donc, même dans la presse féminine, il y a des parts hyper politisées aux États-Unis. Et vous allez là dans Elle ou dans Vogue, ou People Magazine, donc la presse People, quoi. Des femmes qui vont témoigner.
Et les démocrates se sont dit, bah, c'est bon, enfin, là, c'est notre ticket pour revenir à la Maison Blanche. Et donc, Kamala Harris, une fois qu'elle a été candidate, elle en a beaucoup parlé. Dans la convention démocrate, donc c'est 4 jours de congrès du parti pour lancer la campagne, tous les soirs, il y a eu des femmes normales, hein, des Américaines moyennes, qui sont venues témoigner de ce qui leur est arrivé, quand elles n'avaient pas pu avorter, ou que le bébé était mort, enfin bref. Donc des témoignages d'Américaines moyennes, il y avait beaucoup de pathos, mais bon, c'était des histoires vraies. Beaucoup de pubs à la télé sur ça, en se disant, même les femmes républicaines, en fait, elles vont basculer vers nous. C'était ça le calcul. Que quand il s'agit de la santé intime, de la santé reproductive, il n'y a pas de gauche ou de droite, il y a des femmes qui sont inquiètes ou pas. Pour elles-mêmes ou pour leurs filles. D'ailleurs, il y a même des pubs où on voyait des pères qui disaient, moi je suis républicain, mais ma fille a 18 ans, ça se trouve, il faudra qu'elle ait besoin d'un avortement d'urgence en jour, je veux qu'elle ait ce droit. Bon. Donc les démocrates ont tout misé sur ça, résultat, plus 16. C'est-à-dire que l'américain moyen s'affiche. Voilà. C'est vrai qu'il faut se demander pourquoi ensuite. Donc est-ce que c'est des restes forts de misogynie, une population très religieuse qui suit en fait les interdits religieux sur la question. Clairement, la question se pose parce que je n'avais un peu parlé la dernière fois. On a remarqué en 2024 que Trump a eu des scores canons par rapport au passé chez les hommes noirs et hispaniques. Pas chez les femmes noiires et hispaniques, mais chez les hommes noirs et hispaniques. Donc, c'est des communautés, la communauté noire et la communauté hispanique sont très religieuses, c'est-à-dire grosso modo baptistes pour les noirs et catholiques pour les hispaniques, bien que de plus en plus hispaniques se convertissent à des églises évangéliques. Bon, en tout cas, quelle que soit l'église, c'est des églises conservatrices anti-avortement. Et donc, on sent là que le message misogyne marche auprès des hommes, des électeurs masculins, quelle que soit leur couleur de peau. Ensuite, il y a Guns, vous voyez. C'est une grande question pour les démocrates. Pas pour l'électorat, en général. Voilà. Il y a des tribus. C'est oui, c'est normal. Ça fait parler de la vie en Amérique. Ensuite, pour les d'origine, the environment. Bon, l'environnement, je l'ai parlé avec les changements climatiques. Income inequality, c'est les inégalités de revenus, c'est-à-dire que oui, il y a des très riches et des très pauvres. On pourrait se dire, ben, c'est le fonds de commerce de la gauche, c'est la lutte des classes, les inégalités sociales. Eh ben, il y en a les inégalités sociales, mais rappelez, je crois que j'en ai déjà parlé aussi, le vieux slogan de Bill Clinton, it's the economy stupid, c'est l'économie stupide, c'est-à-dire que la gauche, l'idée qui est très fortement aussi ancrée en France, chez certaines parties de la gauche, que pour reconquérir les classes populaires, il faut parler d'économie, de retraite en France, de salaire aux États-Unis, de droits syndicaux, de réindustrialisation. Ah, vraiment. Ensuite, la dette étudiante. Ça, clairement, on voit que c'est une clientèle des démocrates, les gens qui vont à la fac. Mais l'Américain moyen, il s'en fiche que son pharmacien, son docteur ou l'ingénieur de l'usine à côté a payé beaucoup, très cher ses études. Lui, il n'a pas été à la fac, ses enfants n'y vont pas. Pourquoi il devrait s'inquiéter de la dette étudiante? L'éducation, idem. Healthcare, la santé. Ça, c'est aussi un truc qui a empoisonné les démocrates depuis Obama. Obama, quand il a fait Obamacare, c'était vraiment compris comme on va faire la sécu, parce qu'il y a des dizaines de millions de gens qui n'ont pas la sécu, on va la leur donner, par reconnaissance du ventre, ils vont voter pour la gauche, quoi, ils vont voter pour les démocrates, pour dire merci, et puisqu'ils auront bien compris qu'on a leurs intérêts à cœur. À l'évidence, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'avoir la sécu, ce n'est pas la priorité, même pour les Américains, pas très riches. On passe à LGBTQ issues. On va en reparler. Donc ça, c'est la question des droits gays, qui en fait, aujourd'hui aux États-Unis, la question gay, on en a un peu parlé la dernière fois, est passée en fait à l'arrière-plan. Elle a été totalement surplantée par la question trans, quitte à faire des tensions à l'intérieur de la communauté gay, quoi, hein. Par exemple, des groupes lesbiens qui vont être très, très... Enfin, si vous passez du temps sur Twitter, vous voyez, c'est Lorraine de Chapelle.
C'est-à-dire que, par exemple, des groupes lesbiens qui ont des, je sais pas, des bars lesbiens ou quoi, qui refusent les femmes trans. Des clubs de sport lesbiens qui disent, nous, quand on se change dans les vestiaires, on ne veut pas de femmes trans. On reste entre filles cis. Et filles de naissance, quoi. Et donc là, ces groupes, ils vont se faire traiter de TERF, discriminatoire, d'anti-trans, de trumpistes, voilà. Bon, donc, les démocrates, ils sont très en pointe sur ces questions-là. Et vous avez donc quelqu'un comme Kamala Harris qui va faire campagne pour les droits des trans. Américain moyen, de nouveau, s'en fichu. Donc l'avortement, j'en ai parlé, Medicare, c'est la santé. Ah, la guerre en Ukraine, vous voyez, plus 3. Bon là, le gap est moins grand. Mais quand même, la guerre en Ukraine, pour le coup, l'administration Biden, elle a été impeccable. Dans son soutien à Zelensky, dans le soutien financier, le soutien militaire. Au début de la guerre en Ukraine, avec un fort soutien de la population, aujourd'hui, il y a une sorte de fatigue de la guerre qui s'est installée, que Trump a aussi magnifiquement exploité. Beaucoup d'Américains vont dire, et quelque part ils n'ont pas tort, de dire pourquoi ça nous concerne? C'est vrai, pourquoi ça les concerne? Pourquoi les Européens ne gèrent pas la question? Pourquoi les Européens ne gèrent pas la question? C'est à 1000 km de chez nous, c'est à 10 000 km de chez les Américains. Pourquoi ce sera aux Américains de fournir l'argent, les munitions, les avions, les drones, que sais-je. Et ensuite, on passe au rouge. Donc le rouge, en fait, c'est l'effet miroir. C'est toutes les questions qui étaient importantes pour l'Américain moyen et que les démocrates ont ignorées. Et c'est sur ça qu'a fait campagne Trump. Donc voilà, vous avez la liste de l'inflation. J'en ai parlé, on a déjà l'inflation. Ça c'était le clou dans le cercueil de Biden. Certes, elle a augmenté avec le Covid et l'Ukraine, justement, après elle a commencé à descendre, ok. Donc Kamala Harris, elle disait, l'inflation, on est en train de la juguler, c'est bon, ok. Mais elle était montée tellement aux États-Unis, qu'il y a une sorte de trauma qui persiste. Et les Américains n'ont pas pardonné à Biden l'inflation. Et si vous êtes allé aux États-Unis en vacances dernièrement, effectivement, c'est hallucinant. Les prix aux États-Unis, on se plaint ici, mais le prix de l'essence, de la nourriture, aller au McDo aux États-Unis, même un Happy Meal de base, vous allez tout de suite en avoir pour 20-25 $. Je parle beaucoup de McDo, pardon. Si vous avez des enfants et que vous allez au Happy Meal en France, vous n'allez pas payer 25 € le Happy Meal, quoi. Le chômage, la guerre au Moyen-Orient, la sécurité nationale, les impôts et les dépenses gouvernementales. Et là, on arrive dans le rouge vif, c'est-à-dire ceux qui a fait l'élection de Trump. Le déficit du budget. Le drug abuse, donc la question de la drogue, je vais revenir en une seconde, je finis la liste. Le prix de l'essence, j'en parlais, la criminalité, le terrorisme, l'immigration et moins 33. C'est-à-dire qu'un truc qui est prioritaire pour l'Américain moyen et dont les démocrates ont complètement ignoré, la sécurité à la frontière. Et donc ça explique la campagne de Trump. Parce que Trump, de manière très douée, il a réussi à mettre ensemble, en fait, il a fait une sorte de narration qui était très convaincante, où il a mis dans un théorique de campagne la question de la drogue, la question de la criminalité, du terrorisme, de l'immigration et de la frontière. En disant, ce dont l'Amérique, et là il a raison, c'est de la crise des opioïdes. Vous avez entendu parler de la crise des opioïdes, qui est aussi aux États-Unis des proportions qu'on n'imagine pas en France. Et qui est choquante pour l'opinion, parce que, bon, vous me direz, il y a toujours eu du trafic de drogue aux États-Unis, on a vu les films, on a vu les séries, tout ça, ok. Mais tant que c'était la cocaïne et le crack, et que c'était à Harlem, dans les quartiers noirs, voilà, on s'en fiche un peu. Mais la crise des opioïdes, elle touche la population blanche. Elle touche la population blanche, souvent peu éduquée, justement,
la classe ouvrière, la classe rurale, c'est souvent les gens basculent dans les opioïdes, en plus de bonne foi, c'est-à-dire vous vous cassez la jambe, un accident du travail, ou vous faites un tour de rein, vous avez mal, quoi, une blessure bête de travail, de bricolage, où vous êtes à la ferme et vous avez des courbatures, enfin bon, donc des bobos de la vie quotidienne qui font très mal, avec des médecins qui, en toute bonne foi, il y a 10-15 ans, commencent à prescrire ce qu'on appelle des painkillers, donc des pilules contre la douleur, et pas du Doliprane, quoi. Hein. Des trucs qu'on va... l'oxycodone, par exemple, c'est le plus célèbre, il y en a plein d'autres. Donc des pilules contre la douleur, qui, on s'en rend pas compte tout de suite quand elles arrivent sur le marché, et après il va y avoir des études qui vont être faites, qui sont ultra addictives. Et donc, c'est des addictions à ces pilules qui se développent, même si votre jambe cassée ou votre dos esquinté, ça y est, c'est parti, vous n'avez plus mal, mais vous êtes addict, c'est trop tard. Et en plus, comment dire, c'est des pilules prescrites par le médecin, donc c'est totalement, il n'y a pas de stigmate de je vais chez un dealer, je fais un truc illégal, j'ai mal, est-ce que mon docteur il me prescrit, je vais à la pharmacie acheter ma drogue. Donc ça a pris une envergure donc, qui décime certaines communautés. Si je reviens dans ma carte des États ruraux, l'Ohio, le Kentucky, le Tennessee, l'Arkansas, le Missouri, l'Iowa, donc des États du milieu pas très riches, très blancs, où en fait, depuis une dizaine d'années, l'espérance de vie des Blancs baisse. Et elle baisse à cause de ça, à cause des overdoses, des opiacés. Donc pour que l'espérance de vie, statistiquement, on le voit qu'elle baisse, c'est bien que ça concerne beaucoup de gens, que ça a un tel effet statistique. Donc, il y a beaucoup d'Américains dans ces États-là qui connaissent quelqu'un, qui est mort. Ou dont le fils ou le voisin est mort à cause de ça. Ou est en rehab, essaye de se sevrer 2, 3, 4 fois. Des familles qui ont été détruites parce que, quand elle était addict, on peut faire son boulot. Donc, tout le monde connaît une histoire de la crise opiacée. Les démocrates n'en parlent pas. C'est loin, c'est pas chez eux que ça se passe. Et puis, c'est difficile à résoudre. Hein. De toute façon, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, les démocrates n'en parlent pas, Trump en parle. Pas dans une idée de santé publique, on va trouver des programmes pour les aidants. Non, il fait le lien avec le reste. Il dit, même si c'est faux, mais ça fait sens, c'est une narration qui fait sens. Ces pilules qui vous bousillent la vie, à vous ou à votre famille, elles viennent d'où? De Chine. Mais pas directement de Chine. La Chine va les envoyer au cartel latino-américain qui vont les faire remonter par le Mexique. Donc c'est comme ça qu'on fait le lien avec le terrorisme ou la sécurité internationale, la question de la sécurité nationale. Et donc tout se passe à la frontière. Donc border security, c'est la frontière, plus 33, qui devient une obsession, la frontière avec le Mexique. Et toute la campagne de Trump, ça va être ça. C'est de dire que les cartels, nous, les États mexicains, avec la coopération de la Chine, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de fentanyl qui arrivent de Chine, nous tuent de l'intérieur par la crise des opiacés. Et tout passe par la frontière, et ça passe par la frontière parce que ces trafiquants, ils se mêlent à, le deuxième sujet, la deuxième ligne, enfin la dernière ligne, au flux des immigrés. Donc, cette frontière, plein de gens qui la traversent, et on ne fait pas la différence entre immigrés, cartels, nul pour les cartels, enfin voilà. Elle est poreuse, c'est un gruyère, il y a plein de trous, et les gens arrivent. Et ils amènent avec eux, donc la drogue. C'est pas fait. Ce n'est pas faux. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc l'Amérique de Trump, c'est aussi une Amérique qui s'inquiète pour la frontière. Ce qui a tué les démocrates, c'est que quand ils sont au courant de ça, les démocrates, ils ne sont pas idiots. Si moi j'ai trouvé ça en 2 clics sur Internet, vous pensez bien que les consultants et les stratèges démocrates, ils ont aussi toutes ces possibilités. Et quand Biden, donc, il a été élu en 2020, avec Kamala Harris comme vice-présidente, il lui a donné comme mission, parce que le vice-président, c'est quelqu'un qui fait rien, ça n'a pas de fonction vraiment bon. Donc pour l'occuper, Biden a dit, Kamala, tu vas avoir la gestion de la frontière comme principal portefeuille.
Elle était un peu ministre de la frontière, tsar de la frontière, c'était border tsar, c'était l'expression. C'était un vraiment empoisonné, parce que si quand même il y a un truc qui est insoluble aux États-Unis, c'est la frontière avec le Mexique. Donc on lui donne ce truc à gérer. Résultat, bien sûr, elle n'y arrive pas, parce que chaque fois, donc elle y est allée à la frontière, elle a rencontré la police de la frontière, tout ça, pour le patrol. Et chaque fois qu'elle va dire, ok, bon, ici c'est pour eux, il va falloir renforcer le mur, il va falloir mettre plus de senseurs pour détecter les passages, ou il va falloir augmenter les effectifs de la border patrol, comme ça, pour qu'il y ait plus de flics qui arrêtent les gens et qui les renvoient chez eux ou quoi. Dès qu'elle dit ça, les plus 33, là, enfin les moins 33 tout en bas, ils disent oui, c'est ça qu'on veut entendre, mais dans la minute où elle dit ça, vous avez tout le Twitter démocrate qui est raciste. Anti-immigrés. Mais pourquoi t'es contre les Mexicains? Il faut les laisser rentrer, ils sont pas chez eux, c'est normal qu'ils viennent ici, on est tous enfants immigrés, pourquoi on va fermer les frontières maintenant? Bon, ben voilà. Donc, elle est prise en compte de feu. Des candidats, des électeurs républicains qui ne font pas confiance aux démocrates sur cette question-là, et une base démocrate qui, en fait, rend la question taboue. Puisque dès qu'on en parle, on est raciste. Ben, le tabou, c'est ça, c'est ce moins 33. C'est-à-dire que ce qui obsède les gens, la gauche n'en parle plus de se faire insulter par ses propres censeurs. Et quelqu'un qui n'a pas peur de se faire insulter, c'est Trump. Et donc Trump, il va faire toute sa campagne. Si vous allez regarder, en particulier la convention républicaine, il en a parlé tous les soirs, où il fait venir des familles, et après ça devient des pubs, ça, pendant la campagne, il fait venir des familles de gens qui ont été victimes donc, de crime, hein, c'est l'avant-dernière minute, c'est-à-dire des gens dont leur fille, ou leur sœur, ou leur femme est morte. Alors là, c'est aussi le pathos républicain. Donc vous avez quelqu'un qui dit ma sœur adorée, Rebecca, est morte. Ah, comment elle est morte? Ben, elle s'est faite violer, puis étranglée par deux Salvadoriens ou deux Mexicains sans papier, qui avaient déjà été arrêtés pour trafic de drogue, mais qui avaient été relâchés. Ça aussi on l'entend en France. Des gens qui ne sont pas censés être sur le territoire, parce qu'ils ont déjà enfreint la loi, et qui tuent, alors là bien sûr, des femmes blanches, tout le temps blanches, tout le temps blondes, qui ont un gentil mari, des gentils enfants, bien sûr, bon. Mais ça parle à l'opinion. Parce que ça horrifie tout le monde, et Trump dit, ben ça va s'arrêter, parce que moi, ces gens-là, je vais les renvoyer chez eux. Et les démocrates disent, oui, bon alors, c'est encore raciste, et puis il faut quand même, il y a des procédures pour envoyer les gens chez eux. Donc ok, c'est un violeur de joggeuses ou un étrangleur de petites filles, mais il faut un avocat aussi, hein. Vous faites bien attention à respecter le droit international. Bon, voilà, moins 33. Ce n'est pas audible, ce type d'argument. C'est terrible, hein. Ce n'est pas audible pour l'Américain moyen. Et Trump, il sait parler de ça. Parce que c'est à la fois terriblement raciste, mais ancré dans la réalité. Et ça c'est un nœud insoluble, quand la réalité est raciste. Mieux vaut ne pas en parler parce que c'est raciste, ou dire, oui, bon, pas d'un problème. Trump, lui, il a dit, on a un problème, il a été élu, et une fois à la Maison-Blanche, il y va. C'est-à-dire, il se rappelle pourquoi il a été élu, et donc on a, je vous donne quelques photos, c'est style 15 jours, 3 semaines après qu'il revient à la Maison-Blanche, il fait ça, c'est un décret présidentiel, donc vous remarquez quelque chose autour de lui, il signe ce décret, et qui c'est qui est autour de lui? C'est pas que les enfants blancs, et c'est surtout que les filles. C'est un décret présidentiel pour dire que les garçons, que les filles trans, donc les garçons, n'ont pas le droit de participer à des compétitions sportives contre des filles. Ok, c'est anti-trans. Mais quand vous êtes parent d'une fille qui fait de l'athlétisme, qui fait du foot, qui fait du basket, qui fait de la natation, elle a 15 ans, depuis qu'elle est toute petite, elle fait des entraînements, elle est super forte, elle espère avoir une bourse universitaire pour faire de la natation ou du basket à la fac. Et qu'elle arrive en compétition et qu'elle se retrouve face à quelqu'un qui est né garçon, qui est aujourd'hui qui est une fille, et qui fait 1m90,
qui a eu la puberté garçon, qui prend des hormones, mais qui prend des hormones aujourd'hui, mais qui a depuis 4 ou 5 ans eu quand même plein de testostérone. Et bien cette fille, elle a une masse musculaire plus grande que la vôtre, enfin que votre fille à vous. Et donc quand il faut courir, nager, sauter au basket, ben c'est triste à dire, mais votre fille elle va pas avoir elle va perdre sa course pour aller à la course. C'est une question très délicate, hein, la question des trans dans le sport. Personne ne parle des garçons trans dans le sport, qui sont une compétition, enfin, qui sont contre des garçons ou des garçons. Tout le monde, enfin voilà, parce que c'est très hypocrite. Ça veut bien dire que si une fille de 15 ans décide de transitionner physiquement, elle ne pourra jamais faire du split entre un garçon et un garçon. Tout le monde le sait. Personne ne le dit. Mais dans votre sens, c'est pas pareil. Donc, fait un décret. Qui c'est qui l'invite? Que des petites filles qui lui disent « Merci, Président, de sauver le sport féminin ». Ces gamines, elles sont contentes. Leurs parents sont contents. Leurs profs de sport aussi. Ça fait des millions de gens. Ça fait beaucoup de parents qui se posent cette question-là. Encore, voilà, comme je l'ai dit, une brèche, et ils s'engouffrent dedans. Je répète, c'est une question très délicate. Hein. On en connaît tous, des gens qui transitionnent dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants à qui ça arrive. Donc, il faut aussi prendre en compte leur réalité à eux ou à elles. Mais moi, je pense que tant que les démocrates ne sont pas capables de dire que quelqu'un qui est né un garçon ne peut pas faire du sport contre quelqu'un qui est né une fille, ils ne regagneront jamais la Maison-Blanche. Parce que c'est quelque chose qui est dans la réalité quotidienne. Ça relève de l'intime, de la conception des sexes qui est quand même très profondément ancrée. Et je pense que pour beaucoup de parents, donc je reviens là, hein, pour beaucoup de parents, ces questions-là sont plus importantes que les impôts, que le climat, parce que c'est immédiat. C'est vraiment immédiat, c'est la vie familiale. Et voilà, et Trump, voilà, il martèle ça. Et pourquoi pas, ça fonctionne. Une autre chose qui fonctionne, c'est sa promesse sur l'immigration. C'est-à-dire, je vais fermer la frontière, je vais renvoyer chez eux tous les sans-papiers, et il le fait. Alors la question des sans-papiers aux États-Unis, ça aussi, c'est un grand tabou. On estime qu'il y a environ, enfin voilà, c'est que des estimations parce que c'est des gens on ne peut pas les compter au recensement, mais il y aurait 12 millions de sans-papiers aux États-Unis. C'est énorme. Qu'on le veuille ou non, c'est des gens qui sont rentrés aux États-Unis sans avoir le droit d'y rentrer. Trump dit, ils sont hors la loi. Ben oui, ils sont hors la loi. Les démocrates disent, ah oui, mais ils avaient des raisons, ils sont mieux chez nous que chez eux, ils n'avaient pas de travail chez eux, ou il y a la guerre civile au Salvador, bon, il faut les accueillir. Bon, les républicains, ils disent, c'est bien sympa de les accueillir, mais est-ce qu'ils bossent? Est-ce qu'ils apprennent l'anglais? Est-ce qu'ils sont pas délinquants? Est-ce qu'ils respectent notre culture? Est-ce qu'ils frottent pas à la sécu? Enfin, on l'entend ça aussi en France. Bon, la réalité, c'est que ces 12 millions de gens, c'est sans doute les Américains qui bossent le plus. Voilà. Parce qu'ils sont venus là pour bosser. Et ils ont droit à quasiment aucune aide sociale. Donc non, ils ne profitent pas du système. Mais on ne peut pas nier qu'ils sont là en grande quantité. Et on ne peut pas nier aussi, si vous avez été aux États-Unis, on ne peut pas nier non plus que 12 millions, c'est les clandestins, mais il y a aussi des millions d'immigrés légaux. L'Amérique est en train de changer. Voilà. Je crois que je vous l'ai déjà dit, il me semble, au dernier recensement, on l'a vu, que la majorité des enfants de moins de 18 ans aujourd'hui aux États-Unis ne sont pas blancs.
Donc, physiquement, linguistiquement, culturellement, religieusement, l'Amérique change. Bon, on peut dire génial, tant mieux, on a toujours changé. Il y a eu les Italiens, les Irlandais, les Polonais, aujourd'hui il y a les Mexicains. Bon, ben voilà, c'est une nouvelle vague migratoire, oui. On a toujours réussi à intégrer tout le monde, c'est vrai. Ces gens-là bossent, il y en a beaucoup qui servent dans l'armée aussi. Parce que l'armée, ça aussi, c'est très hypocrite. L'armée accepte les clandestins parce qu'elle a besoin de monde, avec la promesse que si vous servez 5-10 ans, vous aurez, après, on vous donnera la nationalité. C'est dégueulasse, hein. Pardon. Mais bon. Donc ces gens-là bossent, ils défendent les États-Unis, ils payent des impôts, parce que bien qu'ils soient clandestins, ils payent des impôts. Donc ils participent à la vie commune. Mais les républicains vont dire, il y en a trop. Et donc Trump fait campagne en disant, je vais renvoyer chez eux les clandestins. Il promet de ne pas toucher aux immigrés légaux. Résultat, depuis janvier, vous avez vu tout ça à la télé, il a énormément augmenté les effectifs et le budget de ICE, donc qui est la police anti-immigration. Et donc, tous les jours, il y a des infos, enfin aux infos on le voit, des histoires de ICE. Souvent, ça c'est très problématique aux États-Unis, avec des policiers qui sont masqués, enfin on le voit là de dos, mais on voit bien qu'on voit pas le visage du policier. Une sorte de cagoule, enfin ou d'écharpe. Des policiers de ICE qui font des raids, on pourrait dire des rafles, dans des immeubles, des écoles. C'est pour ça que je vous ai pris la photo. Ils arrêtent des familles. Des familles où les parents sont clandestins, mais parce que les enfants sont aux États-Unis, les enfants sont américains. Et donc ça aussi, ça pose une question. Une fois que les enfants sont américains, peut-être qu'on peut être un peu plus clément avec les parents. Ben non, on arrête tout le monde. Donc ce qui veut dire que la promesse de Trump, l'engagement, c'était je vais expulser les sans-papiers, et en réalité, la nasse est tellement grande qu'il expulse tout le monde, y compris des gens qui sont de nationalité américaine ou qui ont des papiers, la carte verte ou des visas de travail, par exemple. Donc on a des témoignages de la police qui va dans des écoles pendant les heures de classe, ou qui, parce qu'elle sait qu'il y a des enfants de sans-papiers dans des écoles, qui vient à l'heure des parents, à 4 heures. Donc la police attend que tous les parents soient là pour récupérer les enfants, et elle arrête les parents avant que les enfants sortent. Et donc on voit des vidéos où il y a des pauvres parents qui disent « Attendez, laissez-moi dire au revoir à mes enfants, mon fils, ma fille ». Enfin bon, c'est d'une violence qui se passe incroyable. Le problème, c'est que pour l'instant, l'opinion publique suit. Donc l'Amérique de Trump, c'est une Amérique qui est OK avec ça. Ça peut être révoltant, c'est abject, mais si je faisais la provoque, je dirais s'il y a un problème, comme admettons que ce soit un problème, disons que c'est un problème pour la population, je ne juge pas, mais clairement, immigration, là, c'est la deuxième ligne. Donc pour une grande partie des Américains, l'immigration clandestine est un problème. Soit on ignore ça, soit on décide de ne pas régler la question, de même pas en parler parce qu'on se fait taper, c'est pas politiquement correct. Et donc, si on ne règle pas ce problème, je répète, on n'est pas obligé de penser que c'est un problème, mais quand on est responsable politique, il faut bien voir que pour une grande partie de la population, ça l'est. Donc, soit on résout ça, et si on est Obama ou Biden, on essaye de le faire de manière démocrate, soft, légale, pacifique, ou on dit, on n'en parle même pas, et résultat, si vous ne réglez pas la question de manière démocrate ou pacifique, vous la réglez de manière comme ça. C'est-à-dire de manière pré-fasciste, c'est-à-dire avec des flics cagoulés qui arrêtent des enfants et qui séparent des familles. Ça ne peut pas être une solution acceptable à cette question-là. Mais comme c'est la seule qui existe dans le menu politique américain, les Américains vont dire ok, c'est ça alors. Si c'est ça ou rien, ça va être ça. Donc là, il y a quand même un problème d'offre politique et de réalisme ou de pragmatisme du débat politique. Alors, la situation est donc assez horrible. Je vais conclure sur
Ok. Donc les choses vont mal. On en a déjà bien parlé il y a 3 semaines. On peut penser que l'Amérique bascule vers, donc au moins, peut-être pas vers le fascisme, pas encore, mais vers un régime illibéral, autoritaire, violent. Enfin, c'est violent. Physiquement et symboliquement, c'est violent. Est-ce qu'il y a, dans cette Amérique de Trump, une Amérique anti-Trump? Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Alors, depuis que je suis venue, il y a eu des élections locales, vous avez vu la semaine dernière. Donc, je vais conclure sur ça. Il y a eu, semble-t-il, un certain sursaut de la gauche démocrate. Donc, je vais faire, pour conclure, une liste de... c'est qui les démocrates qui s'opposent à Trump? Et comment ils s'opposent à Trump? Avec quel discours en particulier? Alors, depuis quelques mois, certains des... Voilà, je vais vous expliquer qui c'est, peut-être vous les reconnaissez sans doute. Des démocrates qui ont été hyper visibles et très anti-Trump, c'est en haut à gauche, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Au milieu en bas, donc Kamala Harris, vous la reconnaissez, mais surtout à sa droite là, c'était son colistier pour être vice-président, il s'appelle Tim Walz, c'est le gouverneur du Minnesota, qui avait été accusé d'être un peu fade pendant la campagne présidentielle, mais qui, ces temps-ci, est en fait un des démocrates les plus agressifs contre Trump. Donc il avait été mou pendant la campagne, là il est beaucoup plus hargneux. Et il y a à droite J.B. Pritzker, qui est le gouverneur de l'Illinois, là où il y a Chicago. Et il a été très visible dans les médias parce que Chicago, c'est une des villes où il y a eu le plus de raids de ICE. Et donc, il a été aux premières loges pour tous les jours aller faire des conférences de presse pour dire « Nous n'acceptons pas à Chicago la présence de ICE, partez, nous défendrons nos concitoyens », sauf qu'en réalité, un gouverneur ou un maire ne peut rien. Ils peuvent râler à la télé. Une fois, l'immigration, c'est du ressort du gouvernement fédéral. Donc c'est la police fédérale qui gère ça. Vous pouvez pas envoyer un policier de la ville de Chicago dire à un agent de ICE, non, vous laissez cette petite fille tranquille. Vous pouvez pas. Sur le plan du droit, c'est l'État fédéral qui gère tout ça depuis 200 ans, quoi. Je schématise. Donc, Pritzker, il parle bien, il est assez charismatique, et il est monté au créneau, voilà, contre Trump. Et il y a aussi, c'était les 2 stars de la semaine dernière, donc ça, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Il y a donc Mamdani qui a été la grande surprise, élu maire de New York, et on en a moins parlé, c'est dommage parce que je pense que c'est plus prometteur. Abigail Spanberger, là, la dame, qui a été élue gouverneur de Virginie. Alors ça, c'est les 2 grandes victoires de la semaine dernière, donc 2 victoires démocrates, 2 victoires locales, c'était des élections locales, donc maire et gouverneur. Et quelque part, c'est intéressant parce que ça donne un peu... Les démocrates, ils sont devant une intersection, quoi. Ils ont 2 voies qui s'ouvrent à eux. Il va falloir qu'ils choisissent la voie Mamdani ou la voie Spanberger. Alors la voie Mamdani, c'est quoi? C'est de faire le pari que pour gagner contre Trump, il va falloir faire le choix de la radicalité. Pourquoi pas? Ça a très bien marché à New York. Donc c'est quoi la radicalité? C'est être à fond sur les questions économiques. Donc Mamdani, qu'est-ce qu'il a choisi? Sa principale promesse de campagne, c'était le prix du logement. Donc voilà, ça aussi, c'est une question de la vie quotidienne qui parle à tout le monde. Le logement a aussi été dans cette vague inflationniste incroyablement touché. C'est impossible de se loger aux États-Unis. Et en plus, il y a surtout que il y a l'inflation, mais en plus il y a pénurie de logements, un peu comme en France, parce que il y a tellement de normes, en particulier environnementales ou quoi, que c'est très difficile de construire aux États-Unis. Donc il n'y a pas assez de logements, donc ça fait une pression énorme qui fait monter les loyers. Donc de la radicalité pour dire la ville va construire, ou on va obliger les gens, on va bloquer les loyers. Donc on va obliger les propriétaires privés à baisser les loyers et à les bloquer pour permettre aux gens d'accéder au logement. Donc une radicalité économique et aussi une radicalité, alors pour le coup culturelle, puisque
Mamdani, vous l'avez vu parce que ça a quand même été pas mal et assez bien couvert par la presse française, il est à fond dans la colère des campus sur Gaza, la cause pro-palestinienne, le rejet du soutien américain au gouvernement israélien, donc sur des questions épineuses, hein, où il a donc été à fond. Avec succès, et il n'est pas le seul. Parce que donc là je l'ai mis que lui, mais à New York, il y a aussi la célèbre AOC qui est souvent couverte par la presse française, Alexandra Ocasio-Cortez, qui est députée de New York et qui est dans cette mouvance-là du parti, donc dans la gauche du parti, en disant en fait c'est une sorte de calcul de polarisation, c'est-à-dire que Trump il a capturé, kidnappé le parti républicain par la droite. Ben nous, on va faire pareil par la gauche pour les démocrates. Donc il n'y a plus rien au milieu, c'est extrême contre extrême. C'est le calcul de Mamdani. Et de beaucoup de démocrates. Spanberger, c'est pas du tout ça. C'est l'autre choix qui s'offre aux démocrates. Elle, alors c'est moins glamour, c'est moins excitant, mais c'est que veulent les Américains. Et il faut peut-être leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais pas dans un sens de démagogie, mais dans un sens de quelles sont les attentes du peuple qui nous élit. Donc Spanberger, c'est une femme assez fascinante parce qu'elle est en fait anciennement, elle était agente de la CIA pendant une dizaine d'années. Donc, pour le coup, donc elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle a fait parce que c'est encore classifié. Donc ça veut dire c'était pas dans un bureau quoi. Hein. Elle a juste le droit de dire, ça a l'air d'être très vrai qu'à un moment elle avait cinq passeports différents parce qu'elle avait 5 identités différentes et elle a parcouru le monde, en particulier elle est rentrée à la CIA en 2005 je crois. Donc en plein guerre contre le terrorisme. Donc bref, une belle carrière et parce que les démocrates ont souvent souffert de ne pas être crédibles sur le plan militaire aussi. Bon, ce genre de profil, voilà, c'est blindé quoi. Elle connaît le monde du renseignement, elle a voyagé, elle connaît les préoccupations géopolitiques, elle a mis sa vie en jeu pour le pays, elle a servi le pays, donc jamais on pourrait l'accuser d'être pas assez patriote. Donc il y a ça. Donc jouer sur le patriotisme, c'est-à-dire essayer de reprendre la cause patriote à la droite. Voilà, dire on peut être de gauche et patriote, et servir son pays. C'est notre pari. Hein. Et il y a aussi le fait que sur le plan économique, elle est beaucoup plus modérée que quelqu'un comme Mamdani ou Bernie Sanders. Quoi. C'est-à-dire qu'elle va dire... il faut aider les entreprises, pas bloquer les loyers, il faut soutenir l'économie, peut-être pas trop baisser les impôts pour aider les entrepreneurs. Bon, une vision beaucoup plus, on va dire, clintonienne, si vous voulez, de gauche très 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 centriste pour essayer d'être élu en Virginie, qui pendant très longtemps, la Virginie, sur ma carte, hein, vous voyez, c'est un état bleu là, hein, c'est le VA, c'est tout ce qu'il y a autour de Washington, la Virginie, elle est bleue là, mais ça faisait 50 ans qu'elle était rouge. C'est très 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 récent que les démocrates aient réussi à capturer la Virginie, mais ils l'ont fait parce qu'ils se sont recentrés. L'État est plutôt conservateur. Historiquement, c'est un État du Sud, hein, c'est un État esclavagiste, c'est un État ségrégationniste. Donc, c'est un État du Sud, longtemps très rural. Et les démocrates, ils gagnent maintenant, mais avec un message plutôt centriste. Voilà. Et donc, ce choix, et là, si je reviens à eux, Newsom et Pritzker, ils sont aussi considérés plutôt comme des centristes démocrates. C'est ça qu'il va falloir choisir. D'ici déjà, avec des premiers éléments de réponse, d'ici l'année prochaine, il va y avoir les midterms, mais surtout, dès que les midterms en novembre, pile dans un an, seront terminés, la fin des midterms, donc les élections de mi-mandat, vont mettre le signal pour les primaires des élections présidentielles de 2028. Donc dans un an, ces gens-là, s'ils veulent être candidats en 2028,
il faut que dès maintenant, en réalité, ils commencent à recruter des stratèges, des donateurs, qui commencent à récolter de l'argent. Bon, voilà. Donc, ça va se passer, ça va arriver très vite. Et ces campagnes, eh ben voilà, c'est à ces questions-là qu'elles vont choisir. Dans quel moule les démocrates du futur vont-ils se couler? Plutôt Mamdani ou plutôt Spanberger? Voilà. Et je reviendrai vous en parler. Voilà, quand on aura la réponse. Je m'arrête là. Alors, merci beaucoup pour cet exposé à double détente, si je peux dire. C'est à la fois un exposé sur l'Amérique de Trump, mais on reconnaît très bien la France profonde, hein, c'est évident. On a pensé sans arrêt en vous écoutant. Bon, pour poser des questions, alors, le micro normal ne marchant pas, il faut que vous passiez avec ce voiture. C'est-à-dire, vous le tenez comme ça, et avec ce. Donc, si je veux prendre la parole, alors le temps que je donne bien sûr le micro à ce monsieur, vous pouvez lever la main pour que je sache après où je dois m'adresser. Juste. Non, attendez. Et pour l'enregistrement, il vaut mieux le micro. Trump et le Venezuela. Ah, Trump et le Venezuela. C'est une très bonne question. C'est très difficile de comprendre ce qui se passe. Enfin, ce dont on sait, ce qu'on sait pour sûr, c'est que très régulièrement, les États-Unis détruisent des bateaux au large du Venezuela en tuant les gens qui sont sur ces bateaux. Les États-Unis, depuis quelques semaines, régulièrement tous les 2-3 jours, bombardent des bateaux au large des côtes du Venezuela, tuant tout le monde à bord. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois. La raison officielle, c'est que c'était des narcotrafiquants, justement. On en revient à la question du trafic de drogue. Et donc c'est pour ça que là aussi, bien que ces frappes soient totalement illégales, on ne voit pas dans les sondages des gens ça ne fait pas scandale, les gens ne sont pas choqués, parce que si on leur dit que c'est des trafiquants de drogue, qui c'est qui va pleurer pour eux? Sauf qu'en réalité, personne ne sait si c'est des trafiquants de drogue, vraiment, ça peut être si ça se trouve c'est que des pêcheurs. Trump va dire c'est aussi des passeurs, c'est des gens qui passent des clandestins, mais ça a l'air très difficile à croire parce que c'est quand même très loin de la frontière. Donc, certes, il y a des passeurs, mais pas à l'autre bout du golfe du Mexique. Et donc, la question qui se pose, c'est si c'est pas contre l'immigration, si c'est pas contre la drogue, à quoi ça sert tout ça? Est-ce que c'est des frappes qui préparent une tentative de renversement du régime vénézuélien de Maduro? Pourquoi pas? Ce serait pas la première fois que les États-Unis tentent. Hein. Il y avait eu une pseudo-tentative de coup d'État, je crois, en 2002 au Venezuela, avec plus ou moins le soutien des États-Unis. Mais ce qui est difficile, c'est pour ça que je dis que c'est difficile à comprendre, parce que si c'est ça l'explication, pour le coup, ça viendrait contredire une autre promesse de Trump, qui est que pendant la campagne, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il était le candidat anti-guerre, c'est-à-dire qu'avec lui, les États-Unis n'enverraient pas de soldats à l'étranger. Il n'y aurait pas de nouvel Irak, de nouvel Afghanistan, qu'on resterait à la maison pour protéger le territoire national. Donc une tentative de coup d'État et après plus ou moins de soutenir un nouveau régime au Venezuela en envoyant des troupes, je pense que Trump aurait beaucoup de mal à convaincre l'opinion publique d'accepter ça. Donc j'avoue que c'est assez mystérieux et que personne vraiment n'a de... Enfin je dis que je ne comprends pas, mais même dans la presse, tout le monde est vraiment très circonspect sur ce qui se passe. D'autant plus que je ne pense pas que l'armée des États-Unis ait très envie d'aller s'embourber au Venezuela. Et le Venezuela, pour le coup, n'est pas une des plaques tournantes du trafic de drogue en Amérique latine. C'est pas là qu'il y a les champs de production, c'est pas là qu'il y a les labos de transformation, par exemple, des feuilles de coca en cocaïne. Donc c'est même pas non plus, s'il fallait vraiment faire des interventions militaires contre le trafic de drogue, ce serait pas au Venezuela qu'il faudrait commencer. Donc c'est pas très logique. Donc pardon, c'est pas très convaincant comme question, comme réponse. Alors avec l'illégalité, même plus, par exemple, il n'a pas le droit d'établir des droits de douane, ça va au Congrès, il l'a fait.
illégale. Il n'a pas le droit d'envoyer la garde nationale quand les gouverneurs ne le réclament pas. Il l'a fait. Alors, comment réagit le pouvoir judiciaire? Est-ce que l'État s'efforce de s'opposer à Trump? Et je vais plus loin. Quand il a perdu les élections après son premier mandat, il a tenté un coup d'État. Maintenant qu'il est plus fort et mieux organisé, qu'est-ce qu'il va se passer? Il perd les élections. Alors, votre première question, elle est très juste. Les deux gouverneurs, là, Californie et Illinois, donc Los Angeles et Chicago, quand Trump a envoyé la garde nationale pour soutenir ICE à Chicago et Los Angeles, les gouverneurs ont dit non, vous n'avez pas le droit. Techniquement, c'est vrai. La garde nationale, c'est une sorte de réserve, d'armée de réserve, qui est locale, c'est-à-dire qui est sous l'autorité de chaque gouverneur. C'est pas le Pentagone qui gère la garde nationale. Le président a le droit de nationaliser la garde nationale qu'en cas d'immense crise gravissime ou si les gouverneurs des États concernés le demandent, ce qui n'a pas été le cas. Donc effectivement, Newsom et Pritzker, ils ont dit on va aller en justice pour dire à Trump de retirer la garde nationale. Donc oui, ils peuvent solliciter la justice, sauf que le temps judiciaire est 1000 fois plus lent que le temps médiatique ou de la police, c'est-à-dire que le temps qu'ils fassent leur appel, la garde nationale est arrivée. À Washington, c'est pareil, et ICE était déjà là. Donc c'est un peu, comment dire, ils ont le droit pour eux, mais on est au-delà de ça. Le droit est lent, le trumpisme est rapide. Et donc là, c'est aussi une faiblesse du système que Trump a très bien compris. Et c'est la faiblesse de l'état de droit, c'est terrible à dire, hein, mais l'état de droit, il fonctionne quand tout le monde le respecte. Si quelqu'un ne le respecte pas, et ben voilà, encore je reviens, une brèche dans laquelle on s'engouffre. Item pour les tarifs. Et votre deuxième question, c'était ce qui se passera. C'est la question à 30 millions de dollars, quoi. On en a parlé la dernière fois. Moi, je pense que c'est pas dit qu'il y aurait une nouvelle tentative de coup d'État, parce que Trump, d'abord, il envoie des signaux contradictoires, mais il n'a pas le droit de se représenter en 2028. Et il y a des jours où il dit j'aimerais bien quand même tenter, et d'autres où il dit oui, bon, j'ai pas le droit. Donc, il n'est pas nécessairement complètement convaincu encore. Il y a aussi, je pense qu'il vieillit un peu là. Ça commence à se voir. Il est quand même un peu plus lent. Il n'est pas au stade Biden, mais quand même, on sent qu'il est un peu moins punchy. Donc, si ça se trouve, il n'a pas envie de continuer un troisième mandat. Et puis, tôt ou tard, on en avait aussi parlé la dernière fois. Je pense que les jeunes pousses républicaines, à un moment, elles voudront sa place, quoi. Donc, c'est pas dit que s'il tentait de s'accrocher au pouvoir, le parti suivrait. Et on en revient à ce dont on avait parlé la dernière fois. Il faudrait voir si l'armée soutiendrait ça ou pas. En 2020, clairement, elle a été légaliste. Elle n'a pas rejoint l'insurrection. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est l'armée de 2025, c'est pas l'armée de 2020, parce que, je crois que j'en ai parlé aussi la dernière fois, il y a beaucoup de purges qui continuent, quoi. Encore avant-hier, j'ai vu, il y avait une femme qui était censée, une femme officier qui avait été choisie par le Pentagone pour être, je sais pas le titre exact, mais être responsable de ce qu'on appelle les commandos marines, les Navy Seals, ceux qui avaient, c'est les commandos par exemple qui avaient tué Ben Laden au Pakistan en 2010, je crois. Bon bref, donc les Navy Seals, c'est les commandos marines qui devaient être dirigés par une femme. Issu du sérail, hein, qui avait passé tous les par méritocratie, avait été choisi par le Pentagone. Et avant-hier, Vance et Access, le ministre de la Défense, ont bloqué sa nomination en disant il faut arrêter no more females, a dit le ministre de la Défense. Il faut arrêter de promouvoir des femmes pour être politiquement correctes. Donc l'armée change de l'intérieur. Alors, est-ce que Trump a résolu le problème des paysans américains au niveau des stocks de soja qui n'avaient pas écoulé, notamment avec la Chine? Alors je crois que sur le papier, oui, parce qu'il a été en Chine, il était en Asie il y a 15 jours. Il a annoncé qu'il avait passé un deal avec Xi Jinping. Mais il vaut mieux attendre de voir pour y croire, quoi. Hein.
Parce que, donc oui, sur le papier, ils vont pouvoir écouler leur soja. C'est pas dit que les Chinois se sont joués de lui ont fait des fausses promesses, qu'il n'avait pas nécessairement tout compris. Je pense que quand il a fait sa tournée en Asie, en Chine, il s'est fait quand même pas mal mener par le bout du nez. Donc peut-être, mais j'attends de voir. Concernant un article dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, est évoqué par Francesca Bria. Elle dit le coup d'État de la paix autoritaire. Voilà. Et, je ne sais pas si vous pourriez revenir sur cette question-là. Oui, alors la tech, je crois qu'on en avait parlé un peu la dernière fois. Clairement, les grands noms de la tech ont basculé vers la droite la plus radicale. On avait parlé de ce paradoxe la dernière fois parce que c'est à la fois des gens qui sont au summum du progrès technologique, mais qui, culturellement et politiquement, soutiennent des idées réactionnaires. Ça encore, les démocrates ont raté le coche. Parce qu'en plus, la tech, c'est San Francisco, c'est la Californie, c'est leur jardin. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué, les démocrates, pour ne pas réussir à se mettre ces super milliardaires dans leur poche? Alors on le sait, pour Musk, qui a longtemps été plutôt démocrate, en plus en créant Tesla, en disant c'est bien pour le climat, les voitures électriques, tout ça. Pour Musk, on en revient à ce que je disais, que chez lui le basculement, ça a été le fait que justement un de ses fils transitionne. Donc on en revient à ces questions culturelles, de genre. Bon, enfin, clairement pour lui, ça a été un traumatisme personnel qui l'a fait basculer du tout au tout. Mais bon, je pense qu'il y a sans doute une question que ces géants de la tech, ce qui est frappant, c'est quand même c'est tous des hommes, et ils sont les rois du monde, bien entendu. Et on peut pas, c'est peut-être la psychologie facile, mais il y a une sorte de vertige de leur pouvoir et de leur domination qui fait, ce qui est frappant, c'est que beaucoup de ces hommes de la tech, il y a eu pas mal d'articles dans la presse américaine aussi, deviennent très inquiets de la dénatalité aux États-Unis. Et donc veulent repeupler les États-Unis. C'est bizarre ça comme préoccupation. Parce que ils sont pas inquiets pour leur retraite, par exemple. Donc ils soutiennent le retour de la femme au foyer, pour que les femmes, en particulier blanches, fassent beaucoup d'enfants. Donc on a quelqu'un comme Musk qui en fait sème ses graines le plus possible, quoi. Il y a quand même un délire de toute puissance. Personne ne sait exactement combien il a d'enfants. Il y en a qui sont naturels, il y en a qui sont par in vitro. C'est un délire de je suis un cerveau surpuissant, il faut que mes gènes soient le plus répartis possible dans la population. C'est cette concomitance entre c'est très moderne et complètement médiéval en même temps. Voilà. Et les démocrates ne l'ont pas vu venir. Et donc ils se privent d'outils technologiques et d'argent en perdant cette manne-là. Oui, vous avez parlé d'une forte hausse des prix due à l'augmentation de l'inflation. D'autre part, la politique douanière doit normalement faire augmenter le prix des produits aux États-Unis, par exemple l'automobile, où les pièces arrivent de divers endroits du monde. Et aussi, les autres pays n'arrêtent pas les bras croisés face à cette politique, augmentent aussi certaines droits de douane des produits qui viennent des États-Unis. J'ai entendu parler des fermiers qui avaient du mal à exporter le soja. Donc, ça ne provoque pas déjà un début de mécontentement dans la population? Alors, vous avez raison que donc là, la grande promesse de Trump, c'était la baisse de l'inflation. Depuis sa réélection, l'inflation continue d'augmenter. Enfin, même elle est repartie à la hausse en réalité. Et
vous avez aussi raison, c'est pour de plus en plus des produits de la vie quotidienne. Oui, bien sûr, les pièces automobiles, on en a parlé la dernière fois, qui viennent du Canada ou du Mexique avec la fin de l'ALENA, le traité de libre-échange nord-américain, mais c'est aussi des produits de la vie quotidienne, par exemple le café est devenu hors de prix aux États-Unis. Les œufs, le café, le vin, bien entendu, tout ce qui est importé d'ailleurs, les fruits exotiques, enfin les bananes quoi, ou les mangues, enfin des choses que les Américains mangent tout le temps. Donc les avocats qui viennent du Mexique par exemple pour faire le guacamole. Enfin voilà, c'est des choses vraiment de base qui deviennent hors de prix. Et on sent que dans les sondages d'opinion, quand Trump baisse, c'est sur cette question-là. Donc oui, il y a un tout petit début de mécontentement qu'on retrouve chez les agriculteurs, pour reprendre votre question de tout à l'heure. Et d'ailleurs, je crois que Trump a dit hier ou avant-hier, mais ça aussi c'est du pipeau, hein, il faudra voir si ça se fait vraiment, ces promesses vraiment, il faut être très sceptique, que tout l'argent que les États-Unis récupèrent par les tarifs douaniers vont être mis dans un programme de soutien à l'agriculture. Ce serait peut-être plus simple de juste permettre aux agriculteurs américains de vendre sans barrière douanière et que le marché soit de nouveau fluide, quoi. Donc là, c'est vraiment l'usine à gaz. On les empêche de vendre, mais avec les taxes qu'on récolte, on va les subventionner. C'est vraiment le monde à l'envers parce que c'est la droite américaine qui est censée être la droite capitaliste pro-marché qui, en fait, empêche le marché de fonctionner. Pas d'autres questions? Bien. Donc, bien sûr, voilà. Un grand merci d'être venu 2 fois chez nous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.